Je vous souhaite tous la bienvenue en ce vendredi. J'espère que tout le monde va bien. Au nom de toute la PEC, on est vraiment content de vous avoir avec nous à chaque semaine et de vous avoir encore en ce moyennement beau vendredi. Je vais me présenter rapidement. Je suis sur le conseil d'administration de la PEC depuis 2 ans. Je travaille pour la compagnie WizEvent. Nous sommes une compagnie de logiciels événementiels. J'étais aussi sur le comité congrès, le défunt congrès de cette année. Voilà pourquoi aussi j'avais un peu plus de temps au niveau de la PEC pour me consacrer au webinaire. Donc, vous l'aurez compris, je travaille pour une société de logiciels. C'est mon créneau. Mes contacts sont beaucoup aussi dans le logiciel. Donc, je vous ai trouvé un invité cette semaine qui est dans les technos, mais surtout qui a organisé un événement. Je vais y revenir. J'aimerais ça en premier lieu peut-être présenter nos partenaires. Donc, rapidement, partenaire élite, donc le Centre des congrès de Québec, Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, le Centre de foire Exposité de la Ville de Québec, partenaire prestige, le Centre de foire de Sherbrooke, le Palais des congrès de Montréal, le Grand Quai du Port de Montréal, les partenaires affaires DEE, Décor Expert Expo, GES et partenaire de service de ma compagnie WizEvent. On remercie tous nos partenaires de continuer à soutenir la PEC durant ces moments difficiles. On apprécie beaucoup et ça nous permet de continuer, de mettre du temps et ça nous motive, nous aussi, au niveau du conseil d'administration, de savoir qu'il y a des grandes compagnies et des plus petites qui nous suivent et qui continuent à nous supporter. Je rentre dans le cœur du sujet. Je vous présente Walid Benjeloun. C'est le directeur national pour SwapCard au Canada. Walid a accepté de nous parler de son expérience dans l'élaboration de l'événement qui s'appelle Evolve, qui a eu lieu un peu plus tôt dans le mois. On va essayer de le faire sous une analyse de cas. C'est sûr qu'on va essayer de présenter un peu la situation actuelle puis pourquoi un événement virtuel, c'est si important. On va essayer de faire des parallèles aussi par rapport à autant l'événement de type privé, trade show, que le salon public. L'événement Evolve a réuni plusieurs organisateurs d'événements au début du mois. Était totalement virtuel en ligne. Moi, j'ai préparé des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Vous avez un chat. Je vois déjà que d'ailleurs dans le chat que Christine Lachance a levé la main et ouvert son micro, lui demander si elle veut parler. Non, 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 non. Petite erreur, petite erreur. OK, je lower the end dans ce cas-là. Voilà. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a un chat. N'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous donne la parole si vous voulez parler. On veut, comme la semaine passée, on veut voir vos visages aussi si c'est possible, si ça vous tente. À la fin aussi de la présentation, puis préparez vos sujets. J'aimerais ça faire peut-être une petite enquête de savoir ce serait quoi les sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochains webinaires. J'ai déjà 3-4 sujets qu'on a des gens qui sont prêts à venir nous présenter, mais je voudrais vous entendre sur des sujets qui vous intéresseraient, que vous aimeriez qu'on trouve des présentateurs intéressants, puis qu'on aborde le sujet tout ensemble. Donc, à la fin, je vous poserai la question, puis je prendrai en note de ce que vous voulez discuter. Donc, je laisse la parole à Walid. Et j'en ai déjà parlé avec Walid. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'interrompre et je vais faire la même chose. Donc, je vous laisse avec Walid. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir de pouvoir être invité à discuter aujourd'hui avec vous sur la situation actuelle pour le monde de l'événementiel en général. Qu'on parle d'événements physiques, hybrides, virtuels. Hybride, c'est vraiment un mot à la mode aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça serait intéressant aujourd'hui parce que je vois l'audience.
on voit vraiment qu'il y a deux dimensions. Il y a surtout une dimension B2C. Je vois déjà la première question. Est-ce que Evolve était un événement professionnel ou pas? Donc, c'était effectivement un événement qui a réuni plus de 4000 planificateurs du monde entier. En fait, je vais juste me présenter rapidement. Moi, je suis Walid, je suis directeur général de Swapcard, comme Julien l'a spécifié. Merci bien pour ton introduction. Swapcard, c'est une application événementielle qui est très, très présente au Québec. On travaille avec la plupart des planificateurs d'événements de diverses industries au Québec, mais aussi à l'international. On travaille avec des clients comme, par exemple, le Palais des Congrès de Dubaï, qui utilise notre plateforme à son image, en fait, pour organiser ses propres événements, mais aussi pour incuber certains événements majeurs de plus de 100 000 visiteurs et 5 000 exposants tout au long de l'année. Mais on travaille aussi, par exemple, au Québec avec des associations, des GRAP, des chambres de commerce qui souhaitent dynamiser un peu leur membership et faciliter en fait les rencontres entre les participants et maximiser la visibilité des partenaires commanditaires, des exposants lorsqu'il s'agit de salons. Mais aujourd'hui, on a vraiment subi une grosse transformation technologique ces 3 derniers mois. On a dû s'adapter très rapidement aux besoins du marché à travers le monde. Il y a certains continents qui ont avancé plus vite que d'autres. C'est normal par rapport à leur réalité. Et aujourd'hui, moi, je serais intéressé par vous présenter tout le partage de connaissances qu'on a pu vivre ces 3 derniers mois. Donc, je vais partager rapidement mon écran, parler peut-être rapidement d'Evolve. Et on va agrandir tout ça. Alors, Julien, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, moi je vois ton écran, c'est bon. C'est parfait. Alors, effectivement, la grande question, quand on se positionne dans la peau d'un planificateur, organiser un événement réussi, quel que soit son format, virtuel, hybride ou physique. Effectivement, en 2020, il est compliqué d'avoir un événement physique, donc on est obligé de se virtualiser temporairement, pour le moment, évidemment. Donc, c'est toujours mieux que de canceller, donc d'annuler son événement, parce qu'il faut continuer d'animer sa communauté et de pouvoir connecter virtuellement des participants. Et effectivement, sur des événements B2B, ça paraît un peu plus simple que sur des événements B2C. Ça serait intéressant d'aborder le sujet progressivement. Evolve, en fait, c'est un événement. Nous, on n'est pas des planificateurs d'événements. Donc, on a monté Evolve en un mois avec notre équipe. Et la mission première, c'était de prouver en fait que on pouvait planifier et organiser finalement un événement virtuel en permettant finalement à des experts de l'industrie à l'échelle internationale d'être des conférenciers, de pouvoir finalement pouvoir expliquer certains de leurs défis. Il y avait par exemple le directeur du Palais des Congrès en Belgique qui a lancé en fait le premier espace Covid Safe avec des normes sanitaires assez avancées qui permettent aujourd'hui la reprise, par exemple, en Europe, auprès de certains centres de congrès, ou encore des organisateurs de salons majeurs à l'échelle internationale qui finalement parlaient donc de leurs industries. Il y avait aussi des responsables hôteliers qui effectivement sont encore plus frappés que d'autres industries. Mais concrètement, à travers Evolve, l'événement est toujours disponible, la rediffusion est toujours disponible. Il me fera plaisir de vous envoyer un lien d'invitation à cet événement-là qui était une réussite. Plus de 4000 planificateurs étaient présents virtuellement à cet événement pour réseauter avec leurs pairs, avoir des tables rondes virtuelles, pouvoir avoir de la vidéoconférence en rendez-vous avec des fournisseurs événementiels et pouvoir assister en direct et en rediffusion à du contenu de qualité. Evolve est 100% anglophone, mais évidemment, on va préparer un Evolve 100% pour le Québec pour finalement discuter des enjeux, des défis du futur de l'événementiel. Donc aujourd'hui, effectivement, on découvre que l'industrie souffre de façon assez importante aujourd'hui. Maintenant, le modèle d'affaires est en pleine évolution. 90% des organisateurs ont vu leur chiffre d'affaires assez impacté. Donc, c'est là où il faut vraiment essayer de trouver des nouvelles sources de revenus. Le virtuel en est une. Je remarque aussi une chose, contrairement à différents continents, au Canada,
éventuellement, on a une densité qui est inférieure à d'autres pays en Europe qui ont des événements de 100 000 visiteurs. Ça n'existe pas au Québec, sauf pour des grands festivals. Pour des événements d'affaires, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, effectivement, pour les planificateurs d'événements, ça devient une opportunité. Et ça ne vient pas cannibaliser l'audience présentielle, étant donné que c'est une nouvelle audience qui ne venait pas physiquement à l'événement, qu'aujourd'hui, grâce avec les technologies, on peut aller chercher des nouvelles audiences. Donc, on a deux modèles d'affaires finalement, un modèle d'affaires virtuel et un modèle d'affaires présentiel. Euh, donc, il y a quand même des opportunités à saisir en 2020. Donc, devrais-je virtualiser mon événement temporairement en 2020? C'est la grande question. Donc, l'opportunité, c'est on se lance, on continue d'éduquer un écosystème, on a des conférences, c'est axé sur le contenu, on a par exemple des exposants virtuels, on a des événements grand public. Qu'est-ce que veulent les événements grand public? Donc peut-être qu'on va pouvoir éduquer l'audience différemment par le biais de la technologie. Les espaces de congrès aujourd'hui qui se voient sans, sans contrat ou qui doivent finalement rembourser certains planificateurs, aujourd'hui, ils ont aussi un rôle à jouer dans cette transition. Au niveau sanitaire, je pense Walid, que oui. je peux t'interrompre? Tu m'as dit que je pourrais t'interrompre. Donc, Ah oui, tu parles de. Je me demandais comment tu intéresses les gens à venir sur le web. Tu dis que c'est des nouvelles clientèles qu'on peut aller chercher. Quand on sait qu'il y a déjà beaucoup de contenu gratuit sur le web, comment tu penses que dans un événement qui se virtualise, comment on fait pour aller chercher des gens qui diraient, ben, puis là, peut-être ça l'amène à la question de la monétisation, mais si je fais payer un billet ou si, je ne sais pas, moi, il y a des partenaires, il y a des pubs pendant que je regarde quelque chose, comment on fait pour intéresser les gens dans un contenu qui est peut-être déjà quelque part d'autre sur le web? c'est une très bonne question. Si on parle d'un événement, on va dire un événement grand public, euh, effectivement, c'est un peu plus restreint que pour des événements d'affaires. Parce que les événements d'affaires, le contenu, c'est la clé. Donc la qualité du contenu, des formations, euh, ou encore des rendez-vous d'affaires avec donc des potentiels clients, investisseurs. Donc là, on a une approche un peu particulière. Il y a de la visibilité digitale, on crée une communauté. Et aujourd'hui, les planificateurs ont différents packages pour pouvoir commercialiser des billets aux participants et des kiosques virtuels aux exposants avec plein d'arguments de vente. Pour les événements grand public, finalement, dans les événements grand public, on en parlera tout à l'heure, mais ils veulent du divertissement. Ça dépend des industries. Prenons le salon de l'auto, par exemple. Aujourd'hui, organiser un événement virtuel du salon de l'auto, ça demande, par exemple, d'avoir un ticket gratuit pour les participants, mais d'avoir une plus grosse audience virtuelle en connectant, par exemple, des participants qui ne pouvaient pas venir physiquement à notre événement et d'avoir une traction avec des partenaires commanditaires qui veulent se connecter à cette audience efficacement et de les faire intervenir dans l'interrelation avec les participants. On pourrait rentrer beaucoup plus dans le détail, effectivement. Donc, effectivement, ce qu'on remarque, c'est combien de temps cela va-t-il durer? Et la grande question, par exemple en Europe ou dans d'autres continents, c'est qu'il y a des grands événements de plus de 100 000 participants. Aujourd'hui, on voit qu'en 2019, on avait un certain niveau de volumétrie et qu'en 2020 et en 2021, il sera très difficile de retrouver les mêmes volumétries en présentiel. Donc, on va mettre un peu de temps à revenir à la normale, d'après les experts, d'après des associations spécialisées. Donc, il est normal qu'on ne retrouve pas les mêmes volumétries. Et c'est pour cette raison-là que l'audience virtuelle va venir combler ce déficit, le temps de revenir à la normale, étant donné qu'il y a un certain trauma de la part des participants. Et c'est normal, mais je trouve que les centres de congrès réagissent très, très vite avec des règles sanitaires qui inspirent confiance. Donc, les participants sont prêts et veulent toujours participer à d'événements. Ça ne va pas changer. On se déconfine aussi très rapidement. On l'a remarqué
la fin de semaine passée et encore une fois cette fin de semaine-là. Donc, on revient vite à ses habitudes. D'un point de vue d'un organisateur d'événements, effectivement, du côté virtuel, il y a pas mal d'avantages à planifier un événement virtuel. Et donc, la grande valeur ajoutée, c'est qu'on élimine les coûts de location du lieu et des frais de bouge. Donc, forcément, c'est des points qui ne sont pas négligeables, mais d'un côté virtuel, temporairement en 2020, si on a décidé de ne plus l'avoir en présentiel. Pas besoin de sécurité ou de normes sanitaires. Coût opérationnel plus bas et facile à gérer. Donc, effectivement, toucher une audience plus large, on en parlait tout à l'heure, et l'empreinte carbone qui est plus faible. Donc, il y a des avantages à virtualiser son événement, mais ce n'est pas une fin en soi. Le présentiel sera toujours là. On parle simplement d'une opportunité additionnelle. Je vois qu'il y a des questions, Julien, peut-être que tu peux réagir. Non, en fait, je pense que c'est des erreurs. En tout cas, moi, je ne vois pas les messages, c'est blanc. Parfait. En tout cas, si entre-temps, vous avez des questions ou des incompréhensions, ou si vous souhaitez rebondir à certains commentaires, n'hésitez pas. Ça permettra d'alimenter effectivement la discussion. Mais demain, que se passera-t-il demain? Demain, nous allons devoir pivoter. L'événement hybride sera omniprésent. Si dans le cas où on a réussi à se virtualiser en 2020, on aura deux modèles d'affaires, étant donné que le modèle d'affaires du présentiel est toujours existant. Donc, c'est très important de pouvoir s'expérimenter sur le terrain du virtuel en 2020, si l'événement est annulé en présentiel, pour avoir deux dimensions dans son modèle d'affaires. Et l'objectif par la suite, c'est d'accélérer sa croissance. Parce que plus on va éduquer au niveau virtuel, plus le présentiel augmentera aussi. Parce que c'est comme la main gauche qui fait manger la main droite. Et on pense réellement qu'il va y avoir une reprise au niveau présentiel, temporairement et progressivement. Mais l'objectif du digital, en fait, c'est vraiment une transformation digitale forcée. Certains planificateurs n'auront peut-être pas la chance de pouvoir se digitaliser cette année ou de se virtualiser pour plusieurs raisons. Et donc, ils vont avoir de la difficulté, certains, l'année prochaine. Dans les événements grand public, il faut trouver les bons arguments et les bonnes techniques pour pouvoir peut-être changer le modèle, avoir plusieurs lieux qui ont peut-être de nouvelles stratégies. Mais encore une fois, c'est la stratégie de monétisation qui va faire la différence. Et on remarque aussi que beaucoup d'événements B2C proposent aussi une partie B2B pour aller chercher plus de revenus. Parce que dans un événement B2C, il y a des opportunités pour du B2B, B2C2B. Donc là, il y a quand même des choses à faire et ça serait intéressant d'en discuter. Des grands experts de l'événementiel, effectivement, donc disent que le numérique, c'est une nécessité. Et on parlait toujours d'un principe ridicule, dangereux, évident. Les technologies paraissaient un petit peu ridicules. En tout cas, je parle en connaissance de cause. Ça paraissait ridicule qu'il y a 10 ans, des planificateurs nous donneraient leur base de données pour faciliter le réseautage. Ridicule, dangereux pour leur base de données? Pas du tout, au final, parce que sur LinkedIn, on peut tout trouver. Mais évident, aujourd'hui, c'est devenu un must-have, must-to-have, must-have, d'avoir une solution événementielle pour ces événements. Je pense que c'est un peu la même chose pour le numérique, pour le digital, pour les technologies événementielles, de manière générale. C'est devenu une évidence que ça fasse partie de la stratégie pour animer sa communauté tout au long de l'année, finalement. Ce n'est pas simplement pendant l'événement, c'est l'intemporalité d'animation de communauté, que ce soit du B2C ou du B2B. La technologie, c'est une chose, l'humain, c'est autre chose. Et les deux, finalement, permettent d'avoir ce côté synergique pour aller au-delà de ces objectifs. La stratégie de commandite, l'engagement de ses participants, comment préparer son événement, quelles sont les techniques pour préparer son événement, les personas, comment développer ces personas avant l'événement pour avoir une stratégie marketing payante. Donc, toutes ces questions-là sont hyper importantes, peu importe le type de l'événement, et il va falloir s'adapter assez rapidement. Je vois que c'est un bonheur de voir les planificateurs d'événements à l'échelle mondiale s'adapter très, très rapidement. Aujourd'hui, au Québec, on est en train de virtualiser énormément de salons et d'événements qui sont très confiants et qui se voient venir dans les centres de congrès cette année, mais tout en développant leur stratégie en fait virtuelle pour jouer sur tous les tableaux en cas de pépin sanitaire, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague, on ne le sait pas encore, on n'espère pas,
mais il faut pouvoir tout prévoir et c'est pas comme l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme qui ont beaucoup plus de difficultés aujourd'hui, qui sont complètement gelées. Il y a énormément de licenciements dans l'industrie hôtelière à l'échelle mondiale. Je parle par exemple de Hyatt, le groupe Hyatt qui a licencié 30% de ses salariés au niveau monde. C'est pas pour rien. Mais on espère qu'une reprise va être possible très rapidement. Mais aujourd'hui, l'industrie événementielle est pleine d'opportunités. Les attentes des participants au niveau B2B. On verra tout à l'heure les attentes des participants au niveau B2B. En quelques mots, aujourd'hui, en tant que participant, on veut faire un partage de connaissances, accéder au bon contenu, avoir finalement la possibilité de rencontrer les bonnes personnes et en tant qu'exposant, par exemple, ou de partenaire, d'être connecté aux bonnes personnes pour générer des prospects, des leads, rencontrer de potentiels investisseurs, des partenaires, peut-être des candidats lorsque c'est des salons de l'emploi. Je vois qu'aujourd'hui, on a, de mémoire, j'avais vu l'événement carrière qui était inscrit à l'événement avec qui on a le plaisir de travailler, ou encore Sobiz, le rendez-vous annuel de Sobiz pour le groupe IGA, avec qui aussi on a le plaisir de travailler à Expo-Cité. Donc voilà, c'est plein de défis de virtualisation aussi pour ces organisations-là. Et donc, il y a énormément d'opportunités et certains ont déjà joué le jeu et ont pris le pas plusieurs années avant le Covid et aujourd'hui, l'engagement est là. Et donc, il y a plein de, je dirais, de potentiel de croissance. Après, pour les attentes des participants B2C, j'ai oublié de faire la correction, autant pour moi, il y a du divertissement, pouvoir se renseigner également auprès, par exemple, de certains fournisseurs qui sont là, qui ont des kiosques dans un événement ou dans un festival et qui veulent finalement consommer. Donc aujourd'hui, si je prends l'exemple d'un événement avec toi, Julien, sur des festivals de musique, comment tu vois l'avantage d'un Wiz Event ou des technologies RFID pour pouvoir, par exemple, consommer pendant un événement, mais est-ce que tu anticipes une virtualisation dans ton industrie? Je vois qu'il y a beaucoup de concerts de musique qui se font virtuellement. On est par exemple en train de virtualiser Mutech. C'est un projet qui est en train de se virtualiser à 100%, mais sur un salon, sur un festival, est-ce que tu penses que le virtuel a son rôle à jouer? Ouais. Très temporairement, c'est-à-dire, je pense que c'est, comme tu le disais au début, important de continuer à engager sa clientèle, les gens qui viennent à notre salon. C'est important d'aller sur le web, puis là, je ne parle pas pour des festivals, c'est important d'aller sur le web pour aller trouver des des nouveaux créneaux, des nouveaux clients. C'est vraiment important. Puis, on parle beaucoup au niveau du marketing web de l'hyper-personnalisation. On le parle en marketing web, mais on le parle aussi en expérientiel. Je pense que le web, d'avoir un événement web, ça nous permet de le faire. On ne laisse plus quelqu'un rentrer dans un salon, puis oui, on essaie de le diriger, mais il est un peu ouvert, puis là, il peut aller découvrir des trucs. Dans l'hyper-personnalisation, on est capable, on projette ce que la personne est intéressée, puis on la dirige vers ça en ayant des options, évidemment, de découverte. Si on prend le festival, la culture, je crois pas. Je pense pas que c'est vraiment très, très différent. J'y crois pas. Je pense que ça va rester assez épisodique. Mais j'y crois pas mal plus, par contre, pour le salon. Beaucoup plus parce que justement, on est capable de personnaliser l'expérience, tandis qu'une expérience de festival, de musique, c'est on y va plus ou moins pour écouter la musique. Des fois, c'est plus le fun d'écouter la musique dans nos écouteurs chez nous, tranquille, à écouter les paroles. C'est plus pour l'expérience qu'on y va, être entouré de gens, boire un coup avec ses amis. Fait que non, j'y crois moins dans le terme du festival. Mais qu'est-ce que tu penses des participants qui ne peuvent pas venir, mais qui aimeraient être connectés à l'événement à distance, avec un live comme on le voit aujourd'hui? C'est justement là où la web diffusion a un rôle à jouer sur place pendant les événements. Ouais. Connecter une audience Oui, je pense que ça virtuelle peut être en plus de la intéressant, mais je présentielle. pense que ça va rester. Ouais. Pour le festival, je pense que ça va rester minime. Mais
Ouais, c'est encore dur à dire. Mais je voulais t'entendre peut-être sur Evolve, comment vous êtes arrivé là et puis euh, qu'est-ce qui ont été les difficultés, peut-être les pièges, les bons coups que vous avez faits, ce que tu ferais différemment. Bref, peut-être, moi, ça m'intéresse parce que, tu sais, on est beaucoup, puis moi, j'ai des clients qui me demandent aussi comment je fais un événement virtuel, et puis j'en ai aucune idée, j'en ai jamais fait. Donc, on va t'entendre peut-être là-dessus, à savoir qu'est-ce qui, pour toi, qu'il faut faire attention et quels pourraient être les pièges éventuels de ça. Je dirais que ça va revenir à la prochaine slide, en fait. Evolve, on l'a organisé en un mois avec zéro budget. On a réussi en fait à faire des partenariats stratégiques. Donc, c'est assez particulier dans notre domaine, mais technologiquement, on était prêt. Ça, c'est la première raison pourquoi on l'a lancé. C'était vraiment pour montrer que quand on fait une demande, par exemple, de réseautage avec une personne, on puisse avoir un appel vidéo pour faire son rendez-vous d'affaires virtuel ou son rendez-vous tout court virtuel. Pouvoir prendre des notes, échanger de la documentation, etc. Pouvoir accéder à du contenu en direct avec des leaders de l'industrie internationale. On savait que le contenu, c'était la clé. Si on n'a pas un contenu de qualité, c'est très compliqué. Je parle des événements d'affaires. Parce que Evolve, c'est avant tout un événement pour les planificateurs B2P. Donc là, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont potentiellement intéressées uniquement pour le B2C. J'aimerais pouvoir trouver un équivalent et je pourrais vous donner des exemples. Mais le grand défi avec Evolve, c'est vraiment la gestion du contenu, pouvoir enregistrer tous les directs pendant l'événement et donc les rediffuser le lendemain. Parce que les gens, quand ils se connectent, qu'ils ont raté du contenu en direct, ils veulent pouvoir le retrouver, ils veulent pouvoir télécharger de la documentation, de la présentation des conférenciers. Ils ont des tables rondes avec des experts qui animent une table ronde. Ils ont les produits et services parce qu'on a lancé un marketplace où on peut découvrir tous les produits et services des fournisseurs événementiels. Et je peux prendre une rencontre pour avoir une démo. Donc, sur le kiosque virtuel de l'exposant, il y a, par exemple, aujourd'hui, on a lancé la vidéo, le chat en direct avec toute l'équipe parce que les exposants ont un espace dédié sur lequel ils peuvent mettre leurs produits, leurs documents, gérer leurs rendez-vous d'affaires. Donc, on a vraiment un espace robuste et dédié pour les exposants. Et ça, c'est ce qui a fait vraiment la différence. Je vois que André a levé la main. Est-ce qu'on peut lui donner la parole peut-être? Ou c'est une erreur? Désolé, je n'ai pas vu. On a pas mal de questions en plus. J'ai l'impression. Je peux vérifier. J'essaie de... André, tu peux parler? On verra peut-être à la fin de la présentation. Ah, voilà, Mauvais on t'entend, Python. André. Désolé. Donc, c'était vraiment ça l'idée avec Evolve. Mais là, j'en reviens à cette slide, par exemple. Donc, déjà, il faut vraiment bien choisir les lieux qui respectent les règles sanitaires. Je rebondis là-dessus. À Evolve, le directeur général du Centre de congrès de Belgique, donc, qui a donné une conférence et animé une table ronde sur tout ce qu'il a entrepris pour pouvoir justement avoir un espace Covid safe. D'ailleurs, après, la semaine prochaine, on va lancer un article comment organiser Evolve, quels ont été nos défis, nos difficultés. Donc, je vais pouvoir aussi vous communiquer cet article-là, vous inviter à revisionner Evolve aussi, peut-être que ça serait intéressant en termes de contenu et pour voir ce que c'est qu'une plateforme virtuelle. Peut-être que vous en avez déjà découvert aussi. Donc, ce serait intéressant de varier un petit peu l'expérience. Mais choisir les bons fournisseurs, d'ailleurs, j'ai fait une belle faute d'orthographe. J'ai oublié de rajouter les S un petit peu partout. Donc, une bonne plateforme web mobile intuitive, c'est hyper important. Intégrer avec des plateformes de web diffusion. Possibilité de faire des appels vidéo, engagement, comment faciliter, accrocher les participants pour obtenir de l'engagement avant, pendant, après. Donc, la stratégie de communication est vraiment adaptée selon la temporalité. On peut aussi étendre ces événements pour qu'ils durent un peu plus longtemps. Des modules interactifs et des alertes, donc plein d'interactivités, des quiz, des jeux concours,
Donc, tout ce genre d'outils-là qui peuvent aussi fonctionner sur les événements grand public, la gamification, c'est là où que des partenaires commanditaires peuvent commanditer finalement des activités pour interagir, donner des cadeaux. Donc ça, c'est aussi des choses qui fonctionnent dans le B2C et qui sont très engageantes. On collecte de la Walid, donnée si je peux. contextuelle. Oui, Ouais, j'ai une question. On voit ça de plus en plus, puis je pense que le web va nous permettre de le faire. Quand on a besoin de faire des achats ou des demandes d'achat, tu sais qu'on est on a un trade show, puis là, on arrive devant un kiosque, puis des fois, ce qu'on voit nous intéresse ou il faut faire des achats de toute manière, puis c'est à ce moment-là dans l'année qu'on voit notre représentant. Tu vois ça comment, l'intégration, par exemple, de modules de e-commerce à des plateformes, à des kiosques virtuels ou à des plateformes de web diffusion dans un contexte où bon, on a différents exposants qui ont différents systèmes déjà, eux autres, d'intégrer ou déjà des systèmes de comptabilité différents. Comment faire pour... Parce que je pense que c'est important de pouvoir prendre de la commande, peut-être même en libre service, quand on est peut-être même dans du salon public. Qu'est-ce que tu en penses? ben, c'est vrai, c'est des discussions que j'ai eues avec des planificateurs au Canada qui organisent des salons grand public et qui sont justement en train de lancer des plateformes e-commerce dans leurs événements. Donc ça, c'est un très, très bon point. Est-ce que tu vois mon écran, Julien, pour m'assurer que tout le monde le voit? Oui. Là, je vous montre rapidement en fait ce que c'est qu'une plateforme d'événements virtuels, donc un peu comme ce qu'on fait. Mais c'est pour vraiment imager, par exemple, le marketplace. Ici, je suis capable de voir en fait l'ensemble de produits et services des exposants. Quand je clique sur un produit, je peux vraiment discuter avec l'exposant, lui poser des questions. Je sais s'il a du contenu, par exemple, ou s'il anime des conférences, des démonstrations. Donc ça, c'est un espace dédié pour l'exposant. Ça, c'est l'expérience participant. Mais en tant qu'exposant, je peux moi-même gérer mes produits et services. Et j'ai un kiosque virtuel avec une vidéo intégrée. Donc, dans le cadre d'un événement B2C, ça serait aussi intéressant de faire une démonstration de sa nouvelle voiture pour le salon de l'auto. C'est les projets qu'on est en train de faire, par exemple, pour les salons de l'auto en Europe, le salon de la moto. Donc, il y a cette partie-là d'interaction entre le kiosque virtuel de l'exposant, les membres qui seront présents sur place, avec qui on peut communiquer, demander un devis. Donc là, je vais pouvoir faire une demande de soumission à un exposant directement depuis sa fiche produit. Donc ça, c'est des choses que nous, on est en train de réaliser pour des planificateurs qui organisent des salons majeurs en B2B et aussi en B2B. Et le e-commerce, c'est effectivement le futur des événements et l'animation de communauté également, parce que avec mes événements à venir, j'ai aussi mon fil d'actualité. Donc, je vais pouvoir créé mon propre média en tant que planificateur pour pouvoir finalement communiquer des articles, faire du partage de connaissances ou promouvoir mes événements dans ma propre communauté en tant que planificateur. Et tout ça, ça vient s'alimenter avec des commandites qui veulent vraiment avoir de la visibilité auprès de mon audience qui est engagée tout au long de l'année et pas seulement pendant un événement. Donc, par rapport au e-commerce, oui, c'est des choses qui sont en plein process. Walid, combien de temps en moyenne un participant reste-t-il connecté à la plateforme? C'est une très bonne question. Alors, en fait, aujourd'hui, avec les événements virtuels, ça se transforme. Mais je te dirais que l'organisateur est roi. Il peut décider d'ouvrir sa plateforme pour 3 jours comme pour un mois. On a des clients aujourd'hui qui étendent leur plateforme pour un mois. Ils ont du contenu sur 3 jours, mais tous les jours, ils le font évoluer. Ils envoient des emails, des notifications et ils animent leur communauté. Donc, ça dépend vraiment de l'objectif. Et avec un outil d'animation de communauté parallèlement à tout ça, on peut finalement animer sa communauté. C'est vraiment ça l'objectif. OK. Et est-ce que c'est une plateforme qui est sécurisée? Alors, oui, tout à fait. Ça respecte en fait les règles de RGPD. Donc ça, c'est pour le marché européen, ce qui est encore plus strict que le marché nord-américain. Les données appartiennent aux organisateurs. C'est le seul propriétaire de ces données. Par exemple, il n'y a aucun email. Par exemple, quand je rentre en contact avec un participant lors d'un événement, j'ai pas son email. Il faut qu'il m'accepte, un peu comme sur LinkedIn, pour avoir ses coordonnées. Donc, oui, c'est entièrement sécurisé. Parfait. Puis une dernière question qui a été en fait posée il y a un petit bout de temps. Mais la page divertissement, renseignement, consommation, est-ce que c'est bien B2B ou B2C? En fait, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais fait une erreur. J'avais oublié de mettre le C dans B2C. OK.
Parfait. Effectivement, c'était B2B, connaissance, réseautage, prospect qualifié. B2C, c'est divertissement, renseignement, consommation. C'est simplement des mots-clés pour expliquer qu'il y a vraiment une différenciation entre les deux marchés, comme vous le savez très bien, et qu'il faut pouvoir utiliser la technologie du bon pied, quoi. Donc, sur des événements d'affaires, la gamification est moins importante que sur le B2C. Donc, il y a certaines fonctionnalités qu'on doit activer et qu'on doit utiliser pour ces deux marchés qui sont bien différents. Mais quand on parle d'un événement hybride, ça peut aussi vouloir dire B2C2B, principalement grand public, mais dans cet événement grand public, il y a aussi du B2B, comme au salon de l'auto. OK. Est-ce que tu aurais un exemple? Vas-y, Julien. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner d'échelle réalisable que tu as vu ailleurs de gamification sur le web au niveau d'un événement salon public, par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose qui… Alors, je peux parler de plein de choses. Sur un salon présentiel ou sur un salon sur un salon virtuel? virtuel, comment ajouter cet aspect-là à son salon virtuel? Alors déjà, on C'est un voit, exemple. en fait, j'ai plus des idées en tête, mais on voit qu'il y a plusieurs types de plateformes. On parle de plateformes 100% virtuelles. On vient reproduire l'expérience SimCity un peu, où on est vraiment en immersion 3D dans un événement virtuel. Donc ça, c'est une vision de l'événement 100% virtuel. Par contre, une fois qu'il va y avoir un événement physique, plus personne sera sur cette plateforme virtuelle. Donc c'est vraiment des plateformes qui sont faites 100% pour le virtuel. Donc c'est soit on s'imagine qu'on a un événement hybride avec une plateforme qui se mélange avec l'expérience physique et virtuelle, à travers laquelle on peut avoir des fonctionnalités de gamification pour le virtuel. Donc ça, c'est des jeux, il y a plein de plateformes collaboratives. À peine hier, j'ai fait une démonstration avec un partenaire qui s'appelle SparkUp. C'est une plateforme collaborative qui fait intervenir donc les participants d'événements, même dans du contenu, c'est des quiz, donc des sondages, des courses. On peut faire des courses et poser des questions, tester les connaissances du public sur des sujets. Et le premier qui arrive au bout de la course, il remporte finalement un cadeau. Donc c'est aussi un moyen de tester les connaissances du public, mais aussi d'offrir un cadeau à la fin offert par le commanditaire Desjardins. Donc il y a plein de technologies existantes sur le marché qui sont vraiment incroyables. Et il suffit de les utiliser dans le bon contexte. Ouais. Moi, j'avais déjà vu, puis c'était intéressant. Je me souviens pas pourquoi, mais c'était un salon public qui avait une version virtuelle. Et puis, il y avait une genre de course au trésor, en fait. Ça te faisait parcourir le contenu. Donc, tu allais voir tel partenaire, il y avait ou exposant, tu avais plus des questions, des énigmes. Et puis, ça te faisait, évidemment, en même temps, parcourir tout le contenu web. Et puis, à la fin, bon, il y avait à la clé un truc assez intéressant, si je me souviens bien, qui était, je ne sais plus si c'était une voiture ou un truc, bref, que tu pouvais gagner à la fin, mais l'idée, c'est de faire parcourir le contenu sur le web. Je pense qu'on a pas mal de questions là. On a, oui, une question. En fait, s'il vous plaît, nous confirmer si c'est SparkUp, votre partenaire collaborateur. Oui, SparkUp, S-P-A-R-Q-U-P. Et on en a plein des collaborateurs. On est intégré. Alors, c'est très important. On va parler d'API aussi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les API, c'est par exemple WizEvent et SwapCard sont connectés. Quand je m'inscris en tant que participant sur WizEvent, mes données sont automatiquement transférées dans ma plateforme pour pouvoir finalement automatiser certains procédés. Donc, la donnée est automatiquement transférée. Donc, le participant, il n'a pas ses informations à remplir deux fois. C'est automatiquement intégré. Donc, ces outils comme SparkUp, ça peut être aussi intégré dans sa page d'événement ici avec d'autres outils collaboratifs, que ce soit un événement public ou un événement B2B. Donc, les API, c'est vraiment la possibilité de gagner du temps, d'éviter les erreurs humaines. Gérer des fichiers Excel, c'est fastidieux. Et ça permet d'offrir une expérience vraiment immersive et fluide, j'ai envie de dire. Donc, si vous êtes à la recherche de partenaires ou de technologies interactives pour le B2C ou pour le B2B,
il y a énormément de choses à faire. Et en passant, SparkUp travaille avec des marques comme Nissan sur des salons, sur des événements, pour justement animer leur présence en tant qu'exposant dans des grands salons. Mais c'est des choses qui peuvent être vraiment utilisées par les planificateurs et par les partenaires majeurs du planificateur pour encourager dans l'engagement et obtenir de la donnée contextuelle. Mais oui, je pourrais vous faire parvenir une liste sans problème. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, Julien, Salka? Il n'y a pas d'autres questions. Par contre, beaucoup de gens demandent si ta présentation peut être disponible après le webinaire. Avec plaisir. En fait, j'ai beaucoup de ressources à vous faire parvenir, notamment l'article de Evolve qui va vous apprendre comment organiser un événement virtuel. Et l'objectif, ça va vraiment être en toute transparence, vous donner toutes les difficultés qu'on a eues à organiser cet événement-là et pourquoi ça a été un apprentissage incroyable pour nous en tant que technologie événementielle de planifier un événement comme ça en un mois. Ça nous a monopolisé plus de temps que prévu auprès de notre équipe, mais le jeu en valait la chandelle parce qu'on s'est vraiment mis à la place de nos clients planificateurs. C'est incroyable le stress qu'ils épongent avant et pendant un événement, mais encore plus aujourd'hui sur les événements virtuels où ils doivent apprendre de nouvelles compétences. Mais en même temps, c'est une opportunité de pouvoir apprendre de nouvelles choses tous les jours pour être encore plus fort. Pour 2021, pour vraiment avoir une relance économique. Vraiment, j'insiste sur le double modèle d'affaires. Et finalement, imaginez-vous que si vous auriez pu anticiper cette situation 3 ans plus tôt, qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Donc ça, c'est la grande question. C'est vraiment ma question de fin. Est-ce que vous seriez plus investi sur le digital pour être encore plus prêt à avoir ce double modèle d'affaires et une stratégie d'animation de communauté tout au long de l'année, pas simplement pendant un événement où les participants parfois arrivent et découvrent sur place les choses qu'ils sont à faire alors que tout passe par l'anticipation pour être efficace pendant et connecté après. Je pense, Walid, juste avant, tu soulevais un point qui m'a fait parler, qui m'a fait réfléchir. En fait, en technologie, on le voit souvent, c'est difficile des fois d'inclure des gens, des fois, qui n'ont peut-être pas de compétences technologiques autant que nous, on peut en avoir, ou des gens qui sont moins à l'aise ou qui n'ont pas l'esprit peut-être qui touche à ça. Je pense que c'est important pour les promoteurs, mais aussi les fournisseurs doivent aider, en fait, les promoteurs là-dedans. C'est-à-dire que si on est capable de convertir nos exposants, si on est capable de convertir nos équipes, puis de les convaincre que le web, c'est important, je pense que ça va les aider eux autres aussi parce qu'on est tous dans le même bateau. Que ça soit temporaire pour certains ou que ça va être peut-être même une finalité sur le long terme pour d'autres, le virtuel, je pense que c'est important qu'on embarque tout le monde là-dedans. Il ne faut pas laisser des gens un peu à l'abandon parce que c'est peut-être pas leur créneau. Donc, vraiment, je pense qu'il faut se fier sur autant nous en tant que promoteurs ou fournisseurs pour aider ces gens-là. Puis je pense que à la fin, on va avoir des communautés plus serrées. Puis ça va nous rapporter aussi parce qu'on va avoir une meilleure présence sur le web. Par exemple, si notre exposant comprend bien les outils qu'on y met à disposition, il va donner un meilleur service après ça aux visiteurs. Donc, c'est un petit aparté, mais ça me faisait réfléchir à ça. Exactement. Sur le chat, je suis en train d'envoyer finalement l'invitation à Evolve. Si vous voulez revoir le contenu, c'est 100% anglophone par contre. Il y aura bientôt un Evolve 100% québécois. Je vois la question de Michel. Swapcard est une plateforme québécoise ou canadienne. En fait, on est basé à Montréal. On a des bureaux à Paris, à Seattle et Dubaï pour pouvoir couvrir tous les time zones. On est une startup française à la base. Ça fait 4 ans que j'ai lancé Swapcard au Canada et ça fait 7 ans que Swapcard existe. Donc moi, j'habitais déjà au Canada. Ça fait maintenant 7 ans que j'habite au Canada, à Montréal. Et j'ai décidé de lancer Swapcard il y a 4 ans à Montréal.
mais justement parce qu'il n'y avait pas forcément de technologie très avancée sur le marché de l'événementiel. Puis aujourd'hui, on est vraiment heureux d'être officiellement l'application la plus utilisée au Québec dans les événements d'affaires. Et le B2C est vraiment en train de s'activer sur ce type de technologie parce que ils sont de plus en plus prêts. Mais je suis incroyablement surpris par la réactivité des planificateurs au Québec sur la virtualisation de leurs événements en 2020 pour développer ce concept hybride en 2021 et accélérer leur croissance. Merci, Walid. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vais passer au sujet suivant. Je voulais vous demander quel genre de sujet vous aimeriez qu'on traite lors de nos prochains webinaires. Nous, on va essayer de faire ça le plus longtemps qu'on peut. Dominique et moi, on va essayer de se l'alterner. Je sais qu'il vous manque. Mais on aimerait ça vous entendre sur qu'est-ce que vous voudriez qu'on aborde. Donc, vous pouvez l'écrire dans le chat, vous pouvez nous le dire ou vous pouvez envoyer un email à info@apec.com. Merci à tous en tout cas pour votre participation. C'était un plaisir. J'espère pouvoir échanger avec vous sur le futur de vos événements ou de vos enjeux, que vous soyez un fournisseur, un planificateur. Ça me fera vraiment plaisir de pouvoir échanger sur toute l'expérience et tout le contenu qu'on a eu pendant Evolve parce qu'il y avait tout cet écosystème-là. On a vraiment appris énormément de choses, surtout les personas du monde événementiel. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires. Julien, on a une suggestion, en fait, sur le nouveau protocole des salles et salons qui va être très important pour prévoir les activités de plusieurs promoteurs. Donc, ça serait un des sujets. Pour ceux qui se demandent, Slavka me les lit parce que je ne vois pas vos messages. Je suis désolé. Ensuite, on dit des suivis réguliers sur les démarches du comité en lien avec la santé publique. Et une question pour Walid. Est-ce que c'est possible d'avoir tes coordonnées? J'aimerais discuter. J'ai déjà communiqué mon email sur le chat. Oui, parfait. Merci. On a une question. Que faites-vous avec la possibilité de faire des dégustations? Ça, Julien, ça va être une... Sur un événement virtuel? René? Je peux. Sur un événement virtuel ou. Il y a des salons qui sont en train de faire ça aujourd'hui, qui font finalement des apéros à distance. Donc, le fournisseur envoie des échantillons d'alcool, par exemple, ou de produits chez l'acheteur, par exemple, c'est fournisseur et acheteur. Et après ça, ils se connectent sur leur plateforme, ils font un appel vidéo, ils réseautent et ils font une dégustation en direct. Ça fonctionne pour la mode avec des échantillons de produits. Ça fonctionne pour pour les salons de l'esthétique aussi. C'est des choses qu'on est en train d'imaginer. Les opportunités sont partout. Oui. Si je peux vous donner un exemple très local, le Mondial de la bière à Montréal qui était supposé se tenir en ce moment, à la fin du mois de mai, se sont associés évidemment avec leurs exposants qui sont des brasseries et des dépanneurs spécialisés en différentes bières de microbrasserie pour offrir des packs. Et puis, virtuellement, tu peux consommer ces packs-là avec tes amis à distance. Ça permet aussi, dans ce cas-là, de faire découvrir, puis c'est le mandat de ce salon-là, de faire découvrir des produits locaux et internationaux et d'avoir des prix aussi, il s'en est des prix. Donc, eux se sont associés avec des dépanneurs pour distribuer ces produits-là. Si on parle plus de l'événement en présentiel, comment on va faire pour consommer en réduisant les contacts, en étant... donc, ça va effectivement être très compliqué. On voit, puis bon, moi, je travaille là-dedans, je développe des solutions là-dedans, mais on voit effectivement les solutions sans contact. Nos cartes de crédit en sont tous munies en ce moment. Nous, on développe des outils, par exemple, de précommande. Ça veut dire que, je m'en vais dans je sais pas moi, il y a beaucoup de salons des vins à travers le Québec.
qui représentent et qui financent différentes causes. Ça peut être un exemple. Où il y a des dégustations de produits régionaux. Donc, on est dans ces événements-là. On pourrait peut-être être à l'extérieur encore dans ces événements-là, mais au lieu d'attendre dans une file pour aller manger, je ne sais pas moi, le fromage local qui est très bon, puis là, on a beaucoup de monde dans une file, bien, on y va peut-être en précommande. Où ce que là, tout se fait, tout est virtualisé, tous les produits sont virtualisés. On a son compte en ligne où après, on va pouvoir retrouver son historique de ce qu'on a mangé si on veut racheter ces produits-là. Mais on précommande en ligne. C'est-à-dire que, puis après ça, on nous dit, ben, voici, c'est prêt, viens le chercher. Donc là, on évite ces fils-là. On dispose les gens un peu plus sur le site parce qu'on les appelle tranquillement quand c'est prêt. C'est beaucoup mieux aussi pour les gens et pour la consommation. Parce que quand on est dans une file, on ne consomme pas. Tandis que quand on est à une table de pique-nique avec sa famille, puis on mange de quoi, puis on commande, puis on se fait appeler pour aller les chercher, bien, on attend moins. On est plus en train de consommer que d'attendre dans une file ou d'attendre pour aller chercher des coupons, si on est dans un système de coupons qu'on voit beaucoup dans ces événements. Donc, c'est vraiment ça l'idée. C'était l'idée aussi au Mondial de la bière quand ils ont intégré le système de paiement dématérialisé. C'est pour éviter les files d'achat de coupons et d'avoir ça dans ses mains, tous ces coupons-là, et d'en perdre. Et les options de remboursement qui sont plus dures aussi quand on est avec des coupons. On a une suggestion, Julien. Il serait peut-être intéressant d'entendre quelqu'un du Mondial de la bière après leur expérience pour nous en parler. Oui, absolument. Je peux. Puis c'était déjà dans mes plans pour un prochain webinaire. Je vais essayer d'avoir quelqu'un, effectivement. Puis une question, en fait, peut-être plus pour Walid. En moyenne, combien peut coûter l'utilisation d'une plateforme comme la vôtre? Juste avant de répondre à cette question, j'ai juste envoyé 2 exemples d'événements de dégustation, un local et un international. Ça sera toujours intéressant pour vous de le consulter. Pour la tarification d'une plateforme comme la nôtre, ça dépend des modèles d'affaires qu'ils ont. Nous, on a un simulateur en ligne sur lequel vous pouvez faire des soumissions selon la volumétrie de participants. C'est un coût par participant, en fait. C'est plus il y a de participants, moins ça coûte cher. C'est à peu près 2,85 $ par participant. Après ça, honnêtement, ça dépend vraiment de la volumétrie des participants. Donc, ça peut aller de 500 $ comme jusqu'à plusieurs milliers de dollars. Ça dépend de l'événement. Donc, c'est vraiment personnalisé aussi par rapport à l'événement. Julien, est-ce que tu connais le nombre de participants au Mondial de la bière? C'est un événement sur 4 jours. On parle d'à peu près entre 60 et 80 000 participants. Parfait. On a une question ici. J'aimerais avoir de l'info pour organiser des team building virtuels. Quelle plateforme conseillez-vous? Alors, il faudrait avoir plus d'informations sur le team building virtuel, parce qu'il peut y avoir différents modèles. Mais si j'ai plus de détails là-dessus, avec plaisir, je pourrais vous référer la bonne plateforme. Merci, Walid. Un plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ne soyez pas timide. Bon, ben, je pense que ça fait le tour. Je vais Un vendredi après-midi. Ouais, vendredi après-midi, on va aller boire des bières virtuelles. Ben, je remercie tout le monde d'avoir participé. Je te remercie, Walid, d'avoir pris ton temps pour venir discuter avec nous, puis échanger, puis nous parler un peu de justement ce que vous faites et de l'événement. J'ai bien pris en note toutes vos suggestions et on va essayer de vous donner ben, effectivement plus de détails sur les protocoles, sur la réouverture. Puis, bon, je vous le dis, Dominique, il n'est pas là aujourd'hui, mais il est encore là. Il travaille fort justement avec ben, tout le CA, Julien Bergeron aussi, que je salue, que j'ai vu dans les participants, qui travaille très très fort aussi avec Dominique sur la représentation, sur nos associations avec les différentes associations canadiennes en exposition. Donc, voilà. Merci à tous. Merci Julien de ton invitation. Merci à tous. Je transmettrai à Julien de la documentation qui me semble intéressante pour vous. Et je vous souhaite un excellent vendredi après-midi.